Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur EZE TV baptisée Info Hebdo. Cette semaine, 4 grandes informations ont fait l'actualité, ont partagé les gros titres à la une des parutions des 5 derniers jours. Il s'agit de l'installation et la prestation de serment des 11 nouveaux membres du Conseil d'orientation de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI, conseil qui a pour charge l'actualisation du fichier électoral qui servira pour la présidentielle de 2021. Nous avons en second lieu l'élection de nouvel exécutif communal pour la ville de Parakou suite à l'invalidation de siège par la Cour suprême. En troisième position, nous avons la polémique autour de la candidature de Patrice Talon, président en exercice au Bénin, vu qu'il fut porteur de la réforme du mandat unique. Et en quatrième position, la ténébreuse affaire de soustraction de sous des comptes mobile money des abonnés de MTN Bénin. Et pour un décryptage assez riche et un débat bien étayé, je reçois pour vous, chers amis internautes, Wilfried Padonou. Il est consultant en communication, activiste politique et sera face à Gilles-Christ Tchidi, qu'on ne présente plus sur ces plateaux d'Info Hebdo. Il est journaliste, analyste politique. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Wilfried Padonou. Bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une première. C'est moi. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois encore. Gilles-Christ Tchidi, bonjour. Bonjour Kader. Merci également à vous, Gilles-Christ Tchidi. Je commence par vous. Vous avez suivi, tout comme tout professionnel des médias, l'installation et la prestation de serment des membres du COS-LEPI. Dites-nous quelle impression, quels sont les sentiments qui vous animent d'entrée du jeu. Bon, je crois que l'installation des membres du COS-LEPI vient de façon cyclique. On est habitué à cela. Et d'habitude, ça commence maintenant à passer presque inaperçu. Les gens ne s'intéressent plus trop à cela parce que de toutes les façons, nous avons un fichier électoral qui est plus ou moins stable. Et du coup, les gens ne s'intéressent plus vraiment à cela. Mais vous voyez les membres du COS-LEPI qui sont installés, que ce soit eux, que ce soit d'autres, que ce soit encore un individu X ou Y. Lorsque vous prenez un scrutin, que ce soit la présidentielle, les législatives, les communales et locales, quelle que soit la nature de l'élection, sa crédibilité, sa transparence est tributaire de la qualité du fichier électoral. Puisque plus le fichier électoral est bon, est objectif, accepté de tous, plus l'élection sera transparente. Et c'est justement là que se situe le grand rôle que les membres du COS-LEPI ont à jouer. Ils ont justement à tout faire pour prouver à tous ceux qui éventuellement trouveraient que c'est un COS-LEPI monocolore, puisque c'est l'adjectif qu'on entend, étant donné que l'Assemblée nationale, la 8e, qui a envoyé les membres actuels, est composée uniquement de députés qui soutiennent les actions du chef de l'État, que ces députés-là fassent tout pour que le fichier électoral n'entache pas la qualité du scrutin. Puisque, pour la petite histoire, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, un pays africain, francophone aussi comme nous, la présidentielle d'octobre 2020, du 31 octobre, a déjà commencé à se jouer dès maintenant. Puisqu'il y a Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé qui disent avoir été retirés du fichier électoral. Et ça, c'est un gros problème puisque déjà cette semaine, on a vu des manifestations réprimées par la police. Et si ça continue comme ça, si jamais on va aux élections dans ces circonstances et qu'éventuellement Alassane Ouattara rempilait encore, les partisans de Guillaume Soro, de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et peut-être de Henri Konan Bédié, tout ça, vont envahir la rue et commencer à dénoncer le scrutin à partir de sa liste. Donc, pour revenir au Bénin, je crois que le COS-LEPI, présidé par l'honorable Bangana, doit vraiment jouer sa partition pour produire une liste acceptée de tous. Et vous savez qu'après les communales, ou d'ailleurs dans le cas des communales, même pour les législatives 2019, la polémique n'a jamais existé à propos de la liste électorale. Donc, je crois qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et pour résumer, votre prédécesseur, Wilfried Padonou, il disait en d'autres termes que le COS-LEPI a fait preuve d'impartialité en quelque sorte. Je suis d'accord et je crois que c'est ce qui se fait. Je l'ai dit tantôt, je dis, pour avoir été membre de la cellule de communication du COS-LEPI, je l'ai dit à quelqu'un ce matin, c'est-à-dire
les gens ont tendance à penser que, oui, le COSLEPI, c'est eux qui organisent, c'est les députés, tout ça. Non, il y a un problème. Il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Moi, pour avoir été membre, puisque j'ai été membre du COSLEPI qui vient de déposer le tablier, j'ai été membre, oui, Jérémy Adomaou, j'ai été membre de la cellule de communication et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Vous saviez, le COSLEPI a deux bras. Il y a le bras politique et le bras technique. Et tout le travail qu'on appelle liste, tout le travail qu'on appelle d'appurement et de trucs de la liste là, c'est le bras. Tout ce qui est, merci, à l'actualisation, c'est le bras technique qui s'en occupe. Les députés, eux, ils ne sont là que pour conduire le COS. Les politiques ne sont là que pour conduire le COS, pour être devant. Sinon, c'est les techniciens même qui sont au four et au moulin tout le temps. Et je sais de quoi je parle. Et vous allez voir Est-ce que les techniciens ne sont pas manipulables? Non, je ne crois pas. C'est des gens quand même qui ont une certaine expertise. Et vous savez, rien n'est fait comme dans un couvent. Tout est ouvert. Et les politiciens sont invités souvent. Nous, par exemple, pour le COS passé, il est arrivé qu'on ait même invité des partis politiques qui sont venus faire leurs observations, qui ont été intégrées, qui ont été prises en compte. Donc, je crois que le Bénin est quand même un pays spécial. Mon vis-à-vis a parlé de la Côte d'Ivoire. C'est une réalité. C'est des choses qui arrivent quand on sent une certaine, comment on appelle, quand on sent une certaine prise de position par rapport à ce qui est liste électorale. Vous saviez, c'est de là que ça part. Mais je crois que pendant 10 ans, parce que nous sommes en train d'essayer le COSLEPI, ça a commencé il y a 10 ans. Et je crois que ça doit être même le dernier COS qui est là. Et cette année, ça finit cette année. La loi, ça prend fin cette année. Et moi, je crois quand même que le Bénin a été très mature dans ce sens. Et nous avions. Et même s'il y a quelqu'un qui est animé de mauvaises intentions, en son temps, les autres pourront le ramener à l'ordre. Moi, oui. Moi, je n'ai pas d'inquiétude et je suis serein et je ne peux que appeler les populations au calme. Tout va bien se passer. Appeler les populations au calme et à la sérénité. À la sérénité. Mais pour la composition de ce COS, ce Conseil d'orientation et de supervision, il est dit dans la législation qui régente un peu l'organisation, je dirais la composition de ce Conseil, qu'il faut une majorité et une minorité. Mais aujourd'hui, la majorité, elle est de la mouvance, la minorité également est de la mouvance. Il y a des suspicions de part et d'autre. Dites-nous, Gilles Christidi, est-ce qu'il y a une démarche pour rassurer, un tant soit peu, ceux qui n'y sont pas, qui se réclament d'une opposition politique? Bon, il y a un adage populaire que nous connaissons tous, c'est la fin qui justifie les moyens. Et c'est pareil dans ce cas-là. En réalité, la transparence, la crédibilité d'une liste ne dépend pas d'abord de la tête de qui produit la liste, mais de ce que la liste donne de façon palpable. Actuellement, lorsque j'ai évoqué le cas de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on a dit que Laurent Gbagbo n'est plus dans le fichier électoral, on n'a pas cherché à savoir quel est le technicien qui a eu l'inspiration de l'enlever. On a fait le constat qu'il n'est plus dans la liste. Et puis, la polémique a commencé. Donc, c'est d'abord la qualité du travail. Et si vous prenez effectivement le constat, il est juste. Dans la loi, on parle de majorité, de minorité. On n'a jamais dit mouvance ou opposition, etc. Ces termes-là n'existent pas. Bien. Mais, effectivement, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Lorsque le législateur qui a dit majorité, minorité, a imaginé que dans un monde normal, il devrait y avoir dans l'Assemblée nationale deux courants qui s'opposent, c'est-à-dire un camp qui soutient logiquement les actions du chef de l'État et un autre qui n'est pas dans cette dynamique, qui désapprouve, qui fait des critiques, des reproches. C'est aussi ça la vitalité de la démocratie. Donc, puisque après la législature 2019, on est parvenu à un tel résultat, on l'assume jusqu'au bout. Donc, on installe le COSLEPI avec le Parlement qu'on a obtenu, la 8e législature, et on espère que ce Parlement-là, étant donné que même l'honorable Jérémy Adomaou et les siens qui ont présidé le COSLEPI précédent des élections communales sont issus de la même législature. Je crois que normalement, même s'il devrait y avoir problème pour les élections, ça ne devrait pas être sur la liste, je pense. Sur la base du fichier. Nous avons constaté que le président de ce Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI est issu du parti politique minoritaire. Oui. Pourquoi, selon vous, Lili Bayana? Oui, vous savez, c'est comme l'a dit mon vis-à-vis, c'est
cela va de la vitalité de la démocratie. Parce que, est-ce que c'est la démocratie qui demande à la majorité oui, de céder? De concéder. Vous saviez, et c'est ce qu'on appelle l'élégance en politique. C'est ce qu'on appelle l'élégance en politique. Il faudrait, c'est vrai, j'ai dit, il n'y a pas de thème opposition, machin, dans cette formule. Il y a ce qu'on appelle la majorité et la minorité. Et partout, il y a ce qu'on appelle la loi de la majorité. Lorsque vous êtes quelque part et que c'est la majorité qui décide, la minorité se plie. Ça a été toujours comme ça. Mais il peut arriver que des concessions soient faites et que ceux de la majorité estiment que Allah et donnons à la minorité l'opportunité quand même de présider aux destinées de la chose. Donc, c'est des choses qui se font. C'est plus facile, c'est plus aisé quand les deux camps ne sont pas diamétralement opposés, quand les deux camps ne sont pas dans une opposition qui les déchire. C'est en ça que l'opposition, on parle d'opposition, opposition. Sinon, c'est quoi l'opposition? L'opposition ne veut pas dire qu'on est contre forcément ce qui se fait. L'opposition ne veut pas dire forcément que les deux camps sont foncièrement contre ce que le chef de l'État en exercice fait. Et qu'il faut peindre en noir tout ce qui oui, qu'il faut peindre en noir. C'est-à-dire, on peut être d'accord sur l'essentiel, mais il va y avoir des points sur lesquels on va dire non, on n'est pas d'accord. La preuve, on a été quand même aux élections municipales il y a quelques mois. Vous aviez vu dans quelle ambiance ça s'est passé. Les deux camps, quand bien même on a dit, c'est les frères siamois, les partis BR et UP, ils se sont bien rentrés dedans. Et on a vu sur le terrain, ça a été vraiment un travail de truc. Il y a eu des recours même pour invalider des postes de certains élus qui n'étaient pas sur certaines listes. Donc, bref, c'est des choses qui arrivent. Le plus important, c'est que l'animation de la vie politique se fasse et que chacun sache quel est son couloir. Moi, je crois que... Oui. J'ai cru très oui. Qu'on passe au sujet. Sur cette même question, je pense que il ne s'agit pas d'une question d'élégance. C'est juste parce que les deux courants politiques, effectivement, sont dans le même bord. Comme vous l'avez dit, ce sont des partis politiques siamois. Les deux soutiennent les actions du chef de l'État. C'est pas forcément c'est un constat. Bien, donc moi je le dis, c'est un constat. Les deux partis politiques soutiennent le président de la République. C'est un constat. Le COSLEPI qui a géré la liste ayant conduit aux élections communales a été piloté par l'honorable Jérémy Adomaou, appartenant au parti de l'Union progressiste, le parti majoritaire. Alors, c'est sûr qu'ils se sont dit, bon, comme nous on a géré tout à l'heure, vous aussi prenez, gérez. Et ça rejoint presque le dernier point de son analyse, c'est-à-dire que, bon, nous sommes ensemble, on se partage la gestion de la chose et on évolue. Peut-être que c'est la même dynamique. Si c'était, par exemple, je suppose, un parti comme Restaurer l'Espoir, je dis, si c'était, qui était majoritaire à l'Assemblée nationale, vous croyez que si le parti majoritaire avait géré la liste précédente, elle va dire, bon, pour des questions d'élégance, je cède la présence. Non. Donc, c'est le contexte, l'environnement dans lequel on se trouve. Justement, c'est ça qui justifie effectivement ce à quoi on a assisté. Alors, je reste avec vous, Gilles Christidi, pour passer au second sujet. Nous parlons de l'élection de nouvel exécutif communal pour la ville de Parakou suite à l'invalidation des sièges l'invalidation de quelques sièges par la Cour suprême. Qu'est-ce qu'on peut en retenir concrètement à la date d'aujourd'hui, Gilles Christidi? Bon, je crois que à Parakou, les choses sont complètement au statu quo. Et c'est un constat que nous faisons tous. On a semblé noter une certaine accalmie après les élections communales. On a installé les différents maires, les conseils communaux qui ont été installés, dont aussi le conseil municipal de Parakou, avec à sa tête Abou Akaya. D'ailleurs, vous savez que son arrivée à la tête de la commune n'a pas été facile. Il y avait eu un feuilleton de Dame Animato qui devrait être maire, vous vous souvenez certainement. Et puis, après qu'on a retouché au code électoral en procédure d'urgence, le parti FCBE, qui détenait la majorité absolue, ayant 17 conseillers, et Bloc républicain 12, Union progressiste 4, et donc FCBE, logiquement, désignait le maire, les adjoints et les CA. Mais, coup de théâtre, le parti FCBE perd un siège suite à un recours adressé à la Cour suprême par... Si, parce que c'est une surprise. C'est une surprise. Personne ne s'attendait à cela. Donc, FCBE perd un siège et obtient d'office l'équité, on va dire, le même nombre de sièges. Si on ajoute Union progressiste plus Bloc républicain, ça fait 16, FCBE 16. Étant donné que nous sommes là dans un contexte où FCBE se réclame de l'opposition, et donc du coup, on ne devrait pas contracter d'accord
avec d'autres partis politiques, on se posait la question de savoir, mais dans ce contexte-là, qui peut avoir maintenant la mairie? Mais on était aussi en train d'imaginer que, bon, étant donné que FCBE a 16 quand même, et que le Bloc républicain a 12, et l'Union progressiste 4, si les partis doivent être honnêtes, en passant par exemple par un accord de gouvernance qui est prescrit par le code électoral, on peut dire, bon, alors FCBE vous avez 16, on vous concède la mairie, vous avez le maire, et peut-être nous, Bloc républicain, étant donné que nous avons 12 et que vous n'avez pas la majorité absolue, nous on veut avoir les adjoints par exemple. Et peut-être vous aurez quelques CA, nous aussi, et peut-être trouver 2 ou 3 CA pour... Voilà, ça c'est prescrit par le code électoral. Mais si les partis n'arrivent pas à s'entendre, si par exemple Bloc républicain dit non, nous on veut le maire, et FCBE dit, mais étant donné que j'ai 16 conseils et vous 12, je ne peux pas vous laisser la mairie. Et si on ne s'entend pas, le code électoral dit qu'il faut passer au vote. C'est-à-dire que chaque parti n'a qu'à présenter ses candidats. FCBE dit, notre candidat c'est monsieur X. Bloc républicain dit, notre candidat c'est madame Y ou monsieur Y, etc., etc. Et on vote en toute démocratie. Ça aussi c'est un schéma. Mais quand est-ce que cela va avoir lieu? On était en train d'attendre, puisque nous ne sommes pas des devins. Mais le préfet a convoqué le conseil communal pour le vendredi, pour que l'élection ait lieu, vendredi 7 août. Mais, encore là, le préfet, évoquant des risques de troubles à l'ordre public, a reporté la séance. Mais sans oublier que, dans la même semaine, la même Cour suprême a encore invalidé un deuxième siège au parti FCBE. Ça veut dire que, dans ce cas-là, étant donné qu'on n'a pas encore les informations sur le parti qui récupère ce siège, puisque nous savons que le premier est perdu, pour de bon. Bon, est-ce que le deuxième siège qui a été invalidé a été attribué à notre parti politique? Moi, je n'ai pas encore cette information. Mais si je considère les données actuelles, c'est que FCBE a 15 sièges désormais au conseil municipal de Parakou, Bloc républicain 12, Union progressiste 4. Ça veut dire que FCBE continue de descendre. Et à cette allure, c'est que l'accord va être encore plus difficile à obtenir avec les partis politiques. Je vois très mal le parti Bloc républicain. Parce que quand j'écoute un Charles Toko, par exemple, qui dit, oui, moi je ne veux pas revenir à la mairie, je ne veux plus être maire, il dit, pas forcément moi. Il n'a pas dit, c'est niette, il dit, mais pas forcément moi. Si, oui, Ouattara dit, j'accepte l'appel du peuple. Donc, Charles Toko peut dire, comme mon parti veut que je sois maire, j'accepte. Donc, Bloc républicain, je vois mal ce parti dit, laisser la mairie comme ça. Ça dit, pour dire, bon, d'accord, on laisse. Ça va être difficile. Et cette question de risque de trouble à l'ordre public qu'on a évoqué là, c'est encore crucial, qui montre que dans les coulisses, les tractations sont plus difficiles qu'on aurait imaginé. Donc, à Parakou, vraiment, c'est comme si on est dans la boue. On ne sait pas encore ce qui va se passer et on attend de voir. On attend de voir. Wilfried de Padonou, dites-nous, selon vous, est-ce que ce qui se passe à Parakou, j'aime la passion avec laquelle mon vis-à-vis il peint la chose et j'aime bien ça. Mais non, on n'a pas, je crois que ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ce qui s'est passé à Parakou, ça s'est toujours passé au Bénin. On a toujours été aux élections, on a même vu pire que ça. Il y a toujours ça. C'est ça même qui fait que le suspense, ça garde le suspense des élections. Moi, je crois que ce qui se passe à Parakou, ce qu'on peut dire de manière c'est... moi, je vais dire, quand je m'en tiens à ce qui a amené la Cour, par exemple, la Cour suprême a invalidé, par exemple, le premier siège. Parce que pour le second, je l'ai lu aussi hier, je n'ai pas encore l'information, je ne sais pas encore si on va l'attribuer à d'autres partis, à une autre formation politique. Mais ce que je sais que FCBE a perdu encore un truc dans le conseil communal de Parakou. Et ils ont perdu un autre siège à Péonko aussi. Donc, j'attends d'avoir l'information et de savoir si ça a été transféré. Les informations au niveau du préfet. Voilà, donc c'est ce que nous attendons. Et je crois que c'est tout ça qui a fait que le préfet a fait suspendre aussi la session où il a rapporté ça à une date ultérieure, je crois. Hein. Donc, ça va se faire. Ce qui est sûr, les élections à Parakou auront lieu. Maintenant, on attend de savoir ou de voir quand est-ce que ça va se faire. On attend de voir. Mais, je dis,
ce qui a amené la Cour suprême, par exemple, à prendre cette décision, c'est suite à un recours. Un recours, c'est pourquoi j'ai voulu parler de l'arroseur arrosé. C'est-à-dire, je veux porter un coup à un collègue politique et malheureusement, ça se retourne contre moi. Et c'est dans un schéma comme ça que s'est retrouvé le conseil communal ou bien les conseillers de FCBE, c'est ça. Hein? Parce que c'est eux-mêmes qui ont ouvert la boîte de Pandore, si on peut dire ça comme ça. Ils auraient peut-être dû laisser, ils n'auraient pas porté comment on l'appelle au niveau de la Cour suprême. Comment on appelle ça? C'est recours au niveau de la Cour, qu'aujourd'hui peut-être que c'est passé, on est en train de finir déjà avec les élections. Mais ils ont porté des recours. La Cour devrait quand même statuer et se prononcer. Il se fait aujourd'hui que c'est encore eux qui deviennent encore perdants dans cette affaire. C'est regrettable. Moi, j'aurais aimé Yaya, j'aurais aimé voir Yaya comme maire de Parakou. Ça va nous permettre de jauger un peu ce que peuvent les autres forces qui concurrentes qui viennent. Parce que Parakou, n'oubliez pas, Parakou quand même c'est le fief. Hein. Au-delà de tout, Parakou reste un fief traditionnel des FCBE. Donc bon, oui, on verra bien. Mais dites-nous, oui. Lorsqu'on prend le premier cas qui a été validé par la Cour suprême, oui. on parle de casier judiciaire qui serait oui. acquis par oui. des méthodes hétérodoxes. Est-ce qu'on peut dire que le système qui a été mis en place pour examiner les dossiers, que ce soit au niveau de la Sénat et autres, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu légèreté à des niveaux donnés? Il y a encore eu des fautes mineures. Oui. Vous saviez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite et aucune entreprise n'est aussi fiable à 100%. Et c'est des choses, nous devions parfois laisser l'émotion. C'est des choses vous saviez, même dans les autres conseils communaux, moi je dis dans les autres conseils communaux, il y a des conseillers qui ont eu maille avec la justice et qui peut-être, comme personne ne sait ou comme personne n'a apporté l'information, ils sont restés là tranquillement, ils sont allés aux élections. Nous avions quand même un système... Mais comment ils ont pu acquérir oui, justement, nous avions un système, nous avons une administration qui est très caduque. Et aujourd'hui, on est en train d'aller vers la dématérialisation. C'est pourquoi nous devions même encourager ces choses. Parce que, vous savez, vous pouvez être condamné et les gens vont, pour vous donner par exemple le casier judiciaire, ils vont trouver la formule qu'il faut pour vous sortir du lot, ils vont vous sortir un casier judiciaire où on ne pourra même pas douter un instant que vous aviez été condamné. Nous sommes au Bénin. C'est pourquoi moi, à des moments, je dis seulement, et soyons juste positifs et puis avançons quoi. Sinon, on va faire des polémiques inutiles. Les gens vont faire des débats. Celui qui a dit, va dire non, c'est pas moi j'ai donné, moi je ne savais pas, c'était rentré ici. Ça va devenir encore des histoires inutiles. Or, le problème c'est que, est-ce que le monsieur a été condamné? Oui. Que dit la loi? Quand il a été condamné, c'est qu'il ne peut pas se présenter aux élections. Comment il a pu avoir le cas? Voilà, donc si la Cour constitutionnelle ou bien la Cour suprême, quelqu'un a pu rattraper cela pour dire à la Cour suprême que à telle personne, il a été aux élections, on devait le condamner. Maintenant, dans ce cas-là, moi ce que je dis c'est que qui est le responsable? Qui on doit punir? C'est ça. Et il faut remonter et savoir, mais qui doit être en principe responsable de cette situation? À la réponse à cette question, selon vous, qui est responsable de cet impair? Ben, écoutez, lorsque vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes malade, vous avez... Peut-être vous allez vous avez un abcès à un de vos doigts. Qu'est-ce que vous faites? Vous demandez qu'on creuse l'abcès. Ouais. Il ne s'agit pas de dire, ah bon, l'abcès n'a caressé, on va caresser cela. Vous continuez de le faire, on va vous amputer. C'est hors de question de dire, bon, qu'on va laisser passer, évoluer, mais c'est grave. Nous sommes dans une république sérieuse. Vous croyez que c'est juste par plaisir que le législateur dit que pour être éligible, il faut être sain vis-à-vis de la justice? Nous ne pouvons pas confier notre cité à des repris de justice. Vous ne pouvez pas, étant donné que vous avez eu des problèmes avec la justice, peut-être dans telle ou telle affaire, gérer les autres, puisque c'est vous qui devenez garant de la loi. Ça va installer du désordre. C'est comme si vous prenez, je dis n'importe quoi, hein, un trafiquant de drogue pour dire de gérer maintenant la cité et de lutter contre le trafic de drogue. Au contraire, il va installer tout un système pour mieux permettre à la machine du trafic de drogue d'être huilée. On devrait, dans un système normal, interpeller les cadres de la Sénat pour qu'ils s'expliquent
sur ce cas-là qui a pu leur échapper. Si éventuellement le casier judiciaire qui a été... Attendez! Non, attendez. S'il s'agissait d'un casier judiciaire qui est vraiment exempt, qui est blanc, ça veut dire que la faute n'est pas à la Sénat. On retourne au tribunal. C'est qui a délivré ce casier judiciaire? On devrait... Vous croyez qu'en France, si on découvre qu'un élu, Anne Hidalgo, maire de Paris, on découvre que, elle avait eu un problème de justice et qu'elle s'est fait élire, vous croyez qu'on va dire, bon, laissons de côté l'émotion, c'est pas grave? Jamais. Un, elle retourne peut-être devant les tribunaux pour s'expliquer. Deux, le tribunal, le juge ou l'agent du tribunal qui a osé faire ça, puisque vous avez dit, et c'est connu de tous, que ça a été délivré. Si, que ça a été délivré par des méthodes non orthodoxes. Ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité. Si nous pouvons aller aux élections avec des candidats qui ont des problèmes avec la justice, mais qui peuvent brandir des pièces qui disent le contraire, ça veut dire que ce n'est pas un système fiable. Et là, il faut qu'on travaille davantage à perfectionner notre système. Et c'est, je crois, lorsque vous écoutez un peu le discours du chef de l'État, notamment son ambition, c'est de faire du Bénin un pays vraiment modèle. Sur le plan de la lutte contre la corruption, sur le plan de l'intégrité, de la qualité des diplômes, sur le plan aussi de l'intégrité et de la transparence en matière d'élection, c'est complètement déplacé que cette histoire passe comme ça. C'est pour ça que, une chose, ça a été juste ce que la Cour suprême a rendu comme décision, c'est-à-dire on invalide le siège, étant donné que le code électoral de 2013 prévoyait que si, par exemple, un conseiller se fait invalider, c'est que son titulaire prenne le siège. Mais le nouveau code électoral adopté par les députés n'a rien dit dessus. Donc la Cour dit, comme le code électoral n'a pas demandé que le titulaire vienne, on invalide tout le siège. Ça n'appartient plus à personne. Donc FCB a perdu tout le siège. On devrait travailler, et les partis politiques ont cette responsabilité-là, de lutter pour que jamais un candidat n'ait de problème avec la justice et se porte candidat. Si éventuellement ça arrivait, le président du parti, s'il n'est pas informé, on le blanchit. En d'autres termes, mais il faut qu'on... Dans les jours à venir, il faut que la lumière soit faite sur ce dossier pour qu'on puisse situer la responsabilité et qu'on sache véritablement si c'est au tribunal qui a eu quand même entorse à la loi ou si c'est au niveau de la Commission électorale nationale. Voilà. Sénat. Il faut que la lumière soit faite. L'autre sujet qui nous réunit également ce matin, c'est la polémique autour de la candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Vous le faites pas de nous, on dit que Patrice Talon a été porteur de la réforme du mandat unique. Même si cette réforme a échoué, il devrait faire un mandat unique. Est-ce que vous partagez cet avis? Je ne sais pas. Ça me fait sourire souvent quand les gens ont tendance à vouloir imposer à quelqu'un un choix. C'est vrai, Patrice Talon a dit, dans ce pays, il a fait de la réforme sur le mandat unique son credo. Les députés qui avaient la mission de réaliser ce rêve-là ou ce projet ont dit non. Les politiciens ont dit non. Ils ont dit le Bénin ne peut pas adopter un système, comme on appelle, un mandat unique. Dès cet instant, le chef de l'État a pris acte. Et il a dit, je crois, il a dit lors d'une émission, il a dit le mandat unique pour moi c'est terminé. Et je ne dis pas que forcément... Est-ce que parce que le président Patrice Talon a dit le mandat unique est terminé, qu'on peut s'attendre probablement à un second mandat? Justement, à sa candidature? Quand on lui a demandé si il allait peut-être revenir, il a dit que le temps nous donnera raison, que lui, tout de suite, il a un mandat de 5 ans et que ce sont les résultats et les circonstances qui vont maintenant l'amener à décider. Et puis, quand on se réfère à notre Constitution, que dit la Constitution? Le chef de l'État a droit à 2 mandats, un mandat renouvelable une seule fois. Est-ce que nous sommes déjà dans le cas où on lui a renouvelé son 2e mandat et qu'il veut peut-être forcer et puis faire changer la Constitution? Non. Donc, si on doit se référer à la Constitution, Patrice Talon a le droit, comme tout Béninois, de faire 2 mandats constitutionnels. Le débat ne devrait même pas se faire dès l'instant où le fait de vouloir faire un mandat qu'on appelle unique, qui n'est qu'une promesse, du candidat, une promesse qui n'a pas été légitimée, ça n'a pas été pris en compte, ça n'a pas été dans un document aujourd'hui. Et quand les gens même vont jusqu'à dire, il a prêté serment, il a fait ci, est-ce que Patrice Talon a prêté serment sur un mandat unique? Non.
La Constitution n'a jamais prévu de mandat unique. Sa Constitution, ça veut dire qu'il a prêté un serment sur ce que il fait un mandat renouvelable. Avant de revenir à Gilles Christidi, à vous suivre, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que c'est pas que Patrice Talon a droit de faire 2 mandats, mais qu'il a le devoir de faire un second mandat? Non, je ne dirais pas devoir, parce que en plus du devoir, il y a un droit. On ne peut pas ôter à un Béninois ce qui est de son droit. Patrice Talon est Béninois. Et s'il a estimé qu'il est président et que les populations, ou bien la population béninoise veut encore qu'il revienne, c'est aux urnes qu'on va le savoir. Laissez-le aller aux élections. S'il décide d'aller aux élections, pourquoi on veut le conditionner et l'empêcher d'aller peut-être aux élections pour un 2e mandat, quand bien la loi lui donne ce droit? Parce que moi, je dis, c'est le débat que je fais souvent avec des gens. Je dis non, ne faisons pas des débats dans le vide. Vous dites que le monsieur ne doit pas faire un 2e mandat. Vous vous fondez sur quoi? Sur quelle notion de droit? Et vous me dites que parce qu'il aurait promis. Non, c'est un faux problème. Les gens ont promis tant de choses et ils n'ont jamais respecté. Maintenant, c'est avec sa conscience qu'il est promis et qu'il n'est pas respecté. Ça n'engage que sa conscience. Est-ce que la loi lui donne le droit d'aller à un 2e mandat? Oui. Alors, comment le sanctionner s'il allait au 2e mandat? Il faut aller aux urnes, il faut aller aux élections. Et si les populations ne veulent pas de lui, ils le sanctionnent dans les urnes et c'est fini. Donc le débat n'est même pas... Pour moi, il n'y a même pas de débat. Ne se situe pas, selon Wilfried Padolon, Gilles Christidi. Est-ce que selon vous, vu que la réforme du mandat unique a connu un échec sous la 7e législature au sein de laquelle il y avait tous les courants représentés, l'opposition politique d'alors et également la mouvance présidentielle, les députés qu'il est venu redécouvrir au pouvoir, est-ce que du moment où cette réforme a été rejetée et que Patrice Talon lui a dit sur les antennes de la télévision nationale que le mandat unique est fini, que le boulevard est ouvert pour sa candidature en 2021? Je voudrais dire que la candidature d'un individu ou d'une personne X ou Y ne me pose pas problème personnellement. Moi, je n'ai absolument rien à voir avec Kader, qui soit candidat ou pas. Ce n'est pas un souci à moi, parce que ça ne m'empêchera pas de vivre ou de manger. Et je suis journaliste. Le journaliste est un historien du présent, mais aussi du passé. Interrogeons d'abord la Constitution béninoise. Qu'est-ce que la Constitution dit sur la gestion du pouvoir public? La Constitution dit, elle a d'ailleurs été révisée, elle continue de dire la même chose, que le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et il a été ajouté dans sa vie. Non, attendez, renouvelable une fois, point. Nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Ça, c'est ce que la Constitution dit. Bien. La Constitution n'a jamais dit qu'il faut faire un seul mandat. Bien. C'est une chose. L'autre chose, c'est que le 6 avril 2016, devant tout le peuple béninois, puisque les télévisions étaient en direct, devant l'opinion internationale, puisque nous étions regardés de par le monde entier et que les étrangers aussi nous regardaient, Patrice Talon disait « Je ferai de mon mandat unique une exigence, ce qui m'intéresse, c'est mon mandat unique, ce groupe de mots. » Ça veut dire que ce qu'il avait dit en tant que candidat, il dit « Ah, il faut qu'on puisse mettre dans la Constitution un mandat unique. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. » Attendez. Je ne vous coupe pas, mais oui. Là, vous allez me faire perdre le fil de mes idées. D'accord. Oui. Gilles Christidi. Oui. Et lorsque l'on sait que l'homme était porteur d'une réforme du mandat unique depuis, je dirais, j'allais dire, depuis les campagnes électorales, est-ce qu'il n'a pas prêté, est-ce que ce discours n'avait pas été rédigé en fonction du fait qu'il avait cru que la réforme allait passer, vu également qu'on a eu à entendre que le mois de mars était le mois de la révision de la Constitution, mais que ce mois n'a pas connu la révision constitutionnelle? Étant donné que vous avez promis quelque chose à une population, et la population vous a porté parce que vous lui avez promis ceci, pourquoi doit-on croire que cette personne a le droit après de revenir sur sa parole? Si c'est ça, ça veut dire que nous allons valider toujours la même phrase selon laquelle les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Pourquoi devrait-on cultiver cela? C'est une honte pour l'Afrique. En Côte d'Ivoire, Ouattara avait dit « Je ne suis plus candidat ». Bon, il désigne Amadou Gon Coulibaly, qui devrait être son successeur. Amadou Gon Coulibaly décède. Est-ce que la Côte d'Ivoire, au sein du RHDP, on n'a plus personne pour être candidat? Et Ouattara dit « Pour ce cas de force majeure, je redeviens candidat ». C'est ce qu'il a dit cette semaine. En Guinée, Alpha Condé a révisé la Constitution en mars. Il a déjà fait 2 mandats. Et actuellement, il dit, bon, je prends acte de l'appel de mon parti
pour revenir, c'est sûr que lui aussi sera candidat. Et pourquoi on doit cultiver ça? Si c'est ça, que voilà la promesse. Ça veut dire que si le chef de l'État fait un projet de société et qu'on le lit, il a alors le droit de revenir faire tout le contraire de ce qu'il a promis. Mais c'est grave, on doit travailler à ce que les politiques puissent cultiver ce qu'on appelle l'éthique, le respect de la parole. Ça doit s'enseigner dans les sciences politiques. Et il faut qu'on aille au-delà. Lorsque le 6 avril, il a prêté serment, il a promis le mandat unique, je peux encore comprendre qu'il soit dans la fièvre de son élection. Le 1er août 2016, toujours, il organise une sortie télévisée à l'occasion de la fête nationale. Et il répond aux questions des journalistes, des acteurs de la société civile, et on lui demande, vous êtes le porte-flambeau d'une réforme appelée mandat unique. Et si éventuellement cette réforme ne passait pas? C'est André Dossat qui a posé la question. Et Patrice Talon dit, je veux le citer, trait pour trait. Il dit, je le cite, je veux que tout le monde soit sûr et certain d'une chose. C'est comme ça qu'il a démarré la phrase. Si par extraordinaire, le mandat unique, cette réforme, si elle ne passait pas, dans tous les cas, à titre personnel, moi, je ferai un mandat unique pour montrer à mes concitoyens que j'y crois et qu'on peut faire le job en 5 ans. Fin de citation. Fin de citation. Mais en 2017, le 4 avril, lorsque la réforme, enfin, la révision constitutionnelle a échoué, il sort en mai 2017 pour dire qu'il avisera. Je veux bien croire que c'est pour maintenir le suspense. Et lorsque vous étudiez un peu, moi je n'ai jamais pratiqué le chef de l'État, mais lorsque vous l'étudiez à distance, vous pouvez imaginer qu'il soit un homme qui soit jaloux de sa dignité, de sa réputation, de son honneur. Je suis en train, et ça je ne suis pas en train de faire une prédiction ni une divination, je prédis qu'il revienne pour dire effectivement qu'il va tenir sa promesse. C'est ce que je sens lorsque je l'étudie. Mais tous ceux qui disent, oui, il a promis, il faut qu'il revienne, il faut qu'il revienne, sont en train d'amener l'Afrique à toujours cultiver cet amateurisme en politique. C'est de l'amateurisme que de promettre quelque chose et de revenir. Si jamais Donald Trump, vous voyez tout ce que Donald Trump fait là, et ça émeut tout le monde entier. Lorsqu'il dit, je ferme les frontières avec le Mexique, tout le monde crie. Donald Trump avait prévu tout ça pendant sa campagne. Il a été élu par les Américains, les grands électeurs, parce qu'il a été trivial pendant la campagne. Il est venu au pouvoir, il fait exactement ce qu'il a prévu. Pourquoi nos chefs d'État doivent nous berner, accéder au pouvoir et commencer à faire autre chose? Dû au fait que, Wilfried, pardonnons, que les contextes ne sont pas les mêmes. Maintenant, parlons du cas du Bénin précisément, quand on parle du président Patrice Talon. Lorsque cette réforme a été annoncée en avril 2016, nous avons écouté beaucoup de chefs d'État en exercice au moment des faits en Afrique qui ont eu à dire que laissez-lui quelque temps, il reviendra probablement sur sa question. Est-ce que cette réforme n'avait pas été pensée parce qu'on était dans une autre peau qui n'était pas celle du politique? C'est possible. Mais bon, moi, je crois que c'est ce que je dis. C'est cette passion autour de la chose qui me gêne un peu. Et mon vis-à-vis, il a reconnu. Il a dit, la Constitution, je l'ai vu citer, oui. Il a été honnête, il a cité. Vous saviez, nous avions tendance à faire le débat quand ça ne nous arrange pas, ou quand nous avions quelques trucs qui gênent, généralement. Lorsqu'on parle de respect de la Constitution ou bien de parole, machin, si Patrice Talon, par exemple, avait dit, par exemple, même d'entrée de jeu, s'il avait dit, après, si je fais mes 2 mandats rigoureusement, et que, par exemple, j'arrive à remarquer que ce que je fais plaît aux populations, je vais faire la révision de la Constitution. Honnêtement, est-ce que les Béninois accepteraient? Les Béninois n'accepteraient pas. Parce qu'on va dire, là, on viendra vous jeter à la figure que oh, la Constitution n'a jamais dit ça. La Constitution n'a jamais dit ça. Et on a assisté à ça avec Yahya Boni. Quand les gens ont eu des prétentions que Yahya Boni voulait faire la révision de la Constitution, ils se sont mis dans tous les états. Les gens ont commencé à crier. Non, on ne doit pas dire ça parce que la Constitution n'a jamais voulu, par exemple, qu'un président, après ses 2 mandats, comment on l'appelle, revienne dire que lui, il va faire un 3e mandat. Mais pourquoi le monsieur, il a droit à 2 mandats? On dit, on prend les phrases. Oui, il a dit ci, il a dit ça. Oui, c'est comme ce que vous aviez dit. Le monsieur peut avoir dit ça parce que le contexte qui lui permet. Et c'est pourquoi je dis, quand on me dit qu'il a dit, qu'on cite
un débat au cours duquel il a dit ça. C'était André Doussa qui lui a posé la question. Et je vous dis en même temps qu'il y a eu encore des débats où il a dit « Le mandat unique, je ne le veux pas pour moi. » Et je vous cite, je le cite, hein, il dit « Je ne le veux pas pour moi. Je n'ai pas dit que si je suis au pouvoir, si je ne fais pas, si je dois faire 2 mandats, que je ferai mal ou que je vais gérer mal mon pouvoir. Le mandat unique, ce n'est pas pour moi que j'ai voulu l'instaurer. Le mandat unique, je voulais l'instaurer pour la gestion de la chose, pour que tout Béninois puisse se dire qu'avec un mandat unique, on peut faire mieux. Mais, si tel est que la population ne veut pas de ce mandat et qu'on veut qu'on fasse les choses comme cela se doit, cela ne veut pas dire que si je dois faire 2 mandats, je serai un mauvais président. Il a dit, et je crois qu'il y a même une vidéo qui a circulé récemment. Une dame lui a posé encore la question. Ça, je crois, c'était à Paris, quand il était à Paris. C'était même avant les élections, où la dame lui demandait, mais monsieur le président, si par exemple vous êtes élu et que les 5 ans durant, ou bien le mandat unique ne passait pas, est-ce que vous n'allez, si vous avez la chance par exemple de continuer, vous allez... Il a dit, je pourrais, mais en cet instant, je ne veux pas faire de mon truc tout de suite. Les 5 ans, je veux me concentrer sur mes 5 ans. Et après les 5 ans, on avisera, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Donc moi, je crois que le monsieur même n'a même pas encore annoncé sa candidature. Pourquoi on veut tout de suite... Mais des gens s'élèvent. Oui, c'est normal. C'est pourquoi je vous parle de politique. Patrice Talon a quand même marqué des gens. Patrice Talon a quand même apporté un certain nombre de choses, que ce soit sur le plan positif comme négatif, à certaines personnes. Ces gens-là, il y a certains qui ne peuvent jamais accepter que Talon revienne parce qu'ils savent pourquoi ils ne peuvent pas vouloir que Talon revienne. Si Talon revient, c'est que ça n'arrange pas leurs affaires. Ben, de la même manière, il y a des gens qui voudraient même que Talon vienne faire 100 ans, 50 ans. Ils vont le dire. Mais est-ce que la Constitution lui donne le droit de faire 50 ans? Non. La Constitution lui donne de faire 10 ans. Laissons-le. S'il doit faire ces 10 ans, s'il a la capacité de le faire, il va le faire. Même qu'il ait promis. Des gens ont promis dans ce pays qu'ils ne feront jamais la politique. Pourtant, ils sont allés à la politique. En ce moment, pourquoi on n'a pas estimé que ceux-là, ils n'ont pas tenu leur parole? Les gens ont dit dans ce pays que juste après, à la fin de leur mandat, qu'ils seront pasteurs. Ils n'ont jamais été pasteurs, à ce que je sache. Ils sont toujours là, ils sont sur la scène politique. Mais pourquoi c'est les mêmes laudateurs de ces gens-là qui croient que l'autre doit être conditionné, qu'on doit amener l'autre seulement à respecter sa parole? Moi, je ne suis pas contre le non-respect de la parole donnée. Je suis d'accord. Mais la parole est évolutive. Et dès l'instant où nous sommes dans... Et c'est ce que M. Cadet a semblé dire tantôt. Quand nous sommes dans une phase où les choses ont évolué, les réalités ont évolué. Le Bénin, en 2016, n'est plus le Bénin de 2018 ou de 2020. Aujourd'hui, là où on pouvait passer difficilement à Gla, là, il y a le goudron qui est passé par là aujourd'hui. Les réalités ont évolué. Vous n'allez quand même pas demander à quelqu'un qui a une boutique au même endroit, il y a de cela 5 ans, de louer encore la même boutique au même prix aujourd'hui, parce que lui, il a du goudron qui passe devant sa boutique. Donc, les choses ont évolué dans le temps. Donc, ne voyons pas juste la perception. Donc, les opinions aussi peuvent être dynamiques. Oui, les opinions peuvent être dynamiques. Donc, c'est pourquoi même ceux qui s'en prennent à Ouattara, moi, je ne suis pas truc de la politique ivoirienne. Moi, j'ai fait 7 ans en Côte d'Ivoire. J'ai connu cette situation politique ivoirienne. Et c'est pourquoi quand les gens parlent, moi, je suis là, je regarde. Ouattara, ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas d'accord pour voir un Ouattara revenir pour un mandat. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de partir encore vers une crise qu'on ne saura gérer. Parce qu'il y a trop d'antagonistes. Que ce soit Gbagbo, que ce soit Ado, tout cela, personne n'est bon pour la Côte d'Ivoire. Je dis pour moi, ma part, si je dois faire une analyse, je dis que ce soit Gbagbo, que ce soit Soro, que ce soit Ouattara, toute cette classe-là doit être balayée. Voilà, on reviendra sur ça, si vous voulez. Avec vous, Wilfried Padonou. Gilles Christie dit, lorsqu'on sait que le seul arbitre dans un système démocratique est le peuple qui va donner quitus, valider la candidature d'un de tel lors des urnes, est-ce qu'il ne faut pas laisser le peuple lui-même en décider de si Patrice Talon doit faire un second mandat ou pas? Je crois que la question précédente que vous m'aviez posée, c'était de savoir si les polémiques qui existaient sur le mandat unique ou pas étaient fondées. Oui. Et en tant qu'analyste, je vous ai évoqué tous les faits. Parce que c'est ça, je vous évoque tous les faits, je les pèse. Et je ne prends pas parti. Vous les juste à poser. Justement, je n'ai jamais dit que si Talon est candidat, ça va me gêner, etc., etc. Et donc, du coup, le débat qui consiste à savoir si tel ou tel a promis, tel ou tel, si vous me posez à chaque fois la question, vous aurez mon avis sur chaque sujet. Donc, maintenant, revenons sur la question du peuple. Vous savez, si jamais le président de la République dit « je suis candidat »,
c'est fini, on va aux élections. Et personne ne peut aller faire un recours pour dire qu'il a violé la Constitution en étant candidat. C'est ce que je vous dis. Je dis, en tant que citoyen, ayant fait un mandat, il a encore droit à un autre. Même s'il ne revient pas en 2021. Mais quels seront les enjeux de cette candidature? Non, attendez, s'il ne revient pas en 2021 et qu'en 2026, il n'a pas 70 ans, il peut toujours candidater. Donc la question ne se pose pas. Mais je vous dis, le même Patrice Talon avait promis faire un mandat unique. Ce serait faire preuve de myopie que de ne pas évoquer cela. Vous comprenez? Donc j'évoque ça et je vous dis, il l'avait dit le 6 avril, il a encore réitéré le 1er août 2016 en disant que même si la réforme ne passait pas, ce qui est le cas actuellement, qu'il fera toujours un mandat unique. Donc si éventuellement il dit que je suis candidat, nous, ça nous donne de la matière. On va encore analyser. C'est ça justement en tant que journaliste politique. Mais si éventuellement il dit qu'il est candidat, c'est au peuple de juger. Nous devrions être en mesure, et là aussi se situe un autre débat, quelle est la maturité du peuple africain et en général, et du peuple béninois en particulier. Est-ce que nos peuples sont capables de porter vraiment des gens qui reflètent leurs ambitions? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelle est la qualité de ce que nous portons? Est-ce que nous portons souvent des gens qui valent la peine? C'est-à-dire que des gens qui ont vraiment d'ambition. Et c'est là où nous devons cultiver le respect de la parole. Si jamais le peuple élit quelqu'un parce qu'il a promis tel, il faut que la personne soit en mesure d'honorer à ses promesses. Sinon, le même peuple a beau être mûr. Si je trouve en vous, Kader, vous me promettez de me construire une maison de fer. Si jamais je vous fais chef quartier, vous allez nous construire un stade, vous allez nous construire un hôpital, etc. Et vous devenez chef quartier, vous dites que, ah non, que vous avez le droit de ne pas respecter, c'est que ça pose un problème. Il faudrait justement que nous travaillions pour que nos systèmes soient tellement crédibles et que ceux que nous choisissons là, que ce soit des gens vraiment intègres du début jusqu'à la fin. Et qu'on puisse les juger comme tels. C'est-à-dire qu'on sait qu'on l'a élu parce qu'il a promis faire. Par exemple, Patrice Talon a dit, je ferai la réforme du système partisan. Quand il est venu, il l'a fait. Ça a beau faire mal, il a promis. Vous l'avez élu pour ça, il doit le faire. On doit accepter qu'il le fasse. Et il l'a fait. Je ne peux jamais le juger quand je pèse son programme de société, son projet de société en tant que candidat et son programme d'action du gouvernement, je ne peux jamais lui faire un tel procès. Mais si jamais il dit, si vous me lisez, je vais faire un mandat unique, je vais faire, et qu'il ne le fait pas, je dois en tant qu'analyste relever cela et analyser pour la suite. Donc le peuple béninois doit grandir en lui et peser le pour et le contre. Si par exemple, le peuple se rend compte que, le chef de l'État dans son programme d'action du gouvernement m'a promis un hôpital de référence à Boumé-Calavi, m'a promis un aéroport à Glodjigbe, m'a promis des routes asphaltées, m'a promis des infrastructures sanitaires de qualité, un plateau technique de qualité. Si le peuple dit, parce qu'il a dit tout ça, je veux encore qu'il revienne pour continuer, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est ça. Je reviens, j'ai dit, Wilfried Padonou, j'ai lu sur la toile mardi dernier un citoyen béninois qui a publié pour dire que la candidature de Patrice Talon s'impose parce que selon lui, au sein de la mouvance présidentielle, il n'y a pas véritablement, je le cite, il n'y a pas véritablement de personnes ayant le profil adéquat pour assumer le dauphinat et que même s'il y avait un dauphin, il ne pourrait pas maintenir le cap en ce qui concerne les réformes engagées par le président Patrice Talon. Que pensez-vous face à cette analyse de la situation? Pour lui, en quelque sorte, Patrice Talon serait contraint de venir en 2021 parce que s'il ne venait pas, tout ce qu'il a fait en 5 ans serait détruit et ce serait une perte de 5 ans pour la nation béninoise. Oui, c'est une analyse que je lui concède. Et moi, je crois que vouloir que Patrice Talon fasse ses mandats constitutionnels, quand même, c'est pour finir ces nombreux chantiers qu'il a engagés. Parce que vous savez, aujourd'hui, même si un président vient, même que ce soit du camp de l'opposition, un président ne peut pas revenir aujourd'hui et dire la suspension du droit de grève, là, moi je ramène ça. Il n'y a pas un président qui peut faire ça. C'est tout ce que Talon a fait, même ce qui l'a rendu impopulaire, si on peut dire ça comme ça, parce qu'à un moment, le peuple n'était pas content, forcément, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont allées contre les intérêts de certains. Vous allez voir que toutes ces actions ou tous ces trucs qui ont été faits ne sont pas forcément mauvais en soi, ne sont pas mauvais. Parce que tout dirigeant aujourd'hui qui va venir, même les yeux fermés, il va avancer parce que Patrice Talon lui a déjà tracé les sillons.
C'est en fait ça la réalité. C'est-à-dire, il a touché à tout ce qui était difficile, tout ce qui était impossible. Il y a des réformes personne ne pourrait penser qu'on pourrait le réaliser, mais il l'a fait. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire, lorsqu'un président aujourd'hui vient, même si ce n'est pas Patrice Talon, il est obligé de mettre les pieds dans les pieds de Patrice Talon. Mais quand on me dit, c'est vrai que c'est un peu exagéré, quand on dit il n'y a personne dans la mouvance pour continuer ses œuvres, je crois que c'est une manière peut-être de faire. Patrice Talon n'est pas, c'est pas un dieu, c'est un humain. C'est un humain. Et il y a des gens quand même, il y a des Béninois quand même qui ont beaucoup de qualités. Il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent porter mieux ce que Talon est en train de faire. Donc moi, je crois que là n'est pas le problème. C'est de trouver la bonne personne qui ne viendrait pas remettre en cause tout ce qui est fait. Parce qu'il y a certains qui veulent, ils veulent juste manger. Donc ils sont prêts à tout pour détruire tout ce qui est fait, juste pour ramener l'ancien système. On sait d'où on vient quand même. Hein. On sait d'où on vient. Juste très rapidement pour clore ce sujet, nous avons un dernier sujet qui nous réunit. Nous sommes presque à la fin de cette émission, oui. Oui, mais je voudrais aussi relever que tous ceux qui marchent du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous ceux qui montent au créneau pour appeler le chef de l'État à revenir, etc., si vous fouillez bien, c'est des gens qui... marchent également pour l'appeler à respecter sa promesse de mandat unique. Oui, bon, de toutes les façons, je me concentre d'abord sur ceux qui l'appellent à revenir. C'est des gens qui cherchent à se faire voir et à se positionner. Faites toujours... Tout est question d'intérêt. Ouais. Personne n'a jamais dit « je fais ceci en politique parce que j'aime le pays ». Les gens le disent, mais vous analysez au fond, les gens n'ont jamais aimé le Bénin. Les gens ont toujours pensé à leur propre poche. Tous ceux qui montent au créneau pour dire oui, il faut qu'ils reviennent, pensent d'abord à eux-mêmes. Parce que, et dans le même temps, ceux qui disent il faut qu'ils, surtout avec passion politique, il faut qu'on le combatte tout le temps, c'est de bonne guerre. Eux aussi, là, ils reviendront au pouvoir peut-être aussi qu'ils feraient pire. Donc, le pouvoir a ses réalités et le pouvoir pervertit l'homme. Vous avez beau porter votre propre fils, il devient chef de l'État. Il en met l'armée. Il en met tout ce qu'on a comme pouvoir là. Mais il peut être très redoutable. C'est pour ça que je voudrais qu'on retienne que nous avons encore tellement de chemin à faire sur le plan de la maturité, sur le plan de notre intégrité, de l'éthique. On a tellement de chemin à faire. Et je voudrais aussi relever que nous sommes à environ 7 mois. Si on va considérer que le premier tour aura lieu en février, moins de 7 mois de la présidentielle, et les grands partis politiques ne se prononcent pas. L'Union progressiste, le Bloc républicain, FCBE, je ne sais pas quels sont les partis, FCDB, Moël Bénin, tout ça, PRD, les partis qui s'égosillent, qui bombent le torse et tout ça, nous sommes à 7 mois de la présidentielle. Aucun d'eux ne se prononce. Pourquoi? Peut-être. C'est encore un autre débat. À vous inviter pour un autre débat parce que c'est notre boulevard que nous sommes en train d'ouvrir. Gilles Christidi, il y a une affaire cette semaine qui a fait le tollé, qui a suscité indignation de part et d'autre. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais je m'en voudrais de clore cette émission sans quand même aborder ce sujet. Cette affaire de retrait de sous sur les comptes des abonnés MTN MTN Bénin sur le compte Momo, oui. Mobile Money. Dites-nous, que pensez-vous de ça? Vous avez suivi la réaction de la direction générale de MTN Bénin, que je vais me passer de rappeler ici. Vous avez suivi également le communiqué de ARCEP Bénin. Et vous avez suivi également les associations des consommateurs qui sont montées au créneau. Vous avez également échangé en tant que journaliste avec des consommateurs lambda. Qu'est-ce qu'on peut en retenir concrètement? On retient que c'est une preuve d'une anarchie terrible, orchestrée par un réseau GSM qui se permet, dans une certaine lassitude et dans une certaine insolence, d'agir comme si nous étions dans la cour du roi Péto. C'est très grave ce qui s'est passé. Et tellement c'est grave que, si on veut aller au-delà, on se demande alors, est-ce que parce que si je m'en tiens au communiqué de MTN, est-ce que ça veut dire que les comptes là ne sont pas en sécurité? Puisque, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui nous suivent peut-être de l'extérieur, qui ne savent pas, rapidement. Ils savaient que des gens sont réveillés et découvrent qu'on leur a soustrait 1000 francs, 500, 2000, etc. Des gens plus de leur compte Mobile Money, de l'argent qui disparaît, soustrait par le réseau lui-même. Et il y a eu une indignation générale. Le réseau fait un communiqué explique que
Ah, lui, il voulait encourager des gens qui n'ont plus jamais fait d'opération. Alors qu'en marketing, qu'est-ce qu'on apprend? C'est surtout ceux qui font croître vos activités que vous stimulez. C'est parce que vous êtes mon client fidèle que je vous offre des bonus. Mais, bon, je ne sais pas quelle est cette nouvelle stratégie. MTN trouve que c'est surtout ceux qui ne font rien qu'il faut encourager. D'accord. Et qu'il a mis sur la table une enveloppe de 500 000 francs CFA à distribuer. Pour les 1000 abonnés, 500 francs. Oui, pour 1000 abonnés. Bien. Et que lorsqu'on a envoyé, on se rend compte qu'on a dépassé cela. C'est-à-dire qu'on est allé à, je crois, plus, et qu'on a fini par envoyer 620 et quelques millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si MTN veut ne serait-ce que faire bonus de son propre chef et fait d'erreurs, et commence à soustraire finalement dans ce jeu-là. Vous savez, il y a des gens qui ont tout fait des opérations qui ont quand même perdu. Des comptes de tontine quand même. Si, qui ont perdu. Et MTN justifie que c'est pour récupérer les fonds indûment envoyés qu'on a commencé à enlever. Mais il y a des gens qui n'avaient pas perçu indûment ces 500-là et qui se sont vus aussi retirer de l'argent. Ça veut dire quoi? Première leçon, c'est que si un réseau GSM, et puis si je mets à côté le communiqué de l'ARCEP qui dit n'avoir jamais été informé, alors que l'ARCEP est la structure qui, l'autorité de régulation, c'est comme la HAC avec la presse. L'ARCEP dit que jamais, elle n'a jamais été informée d'une telle opération. Ça veut dire que c'est de l'anarchie totale. Et on doit stopper cela. Nous avons un ministère de la digitalisation. Nous avons un ministère des communications électroniques. Ça veut dire que Adam Soulé Zoumarou, Alain Ouroula, plus, je vais dire même le chef de l'État, doivent se saisir de cette affaire. Il faut que dans des pays sérieux, vous croyez que ça peut se produire aux États-Unis d'Amérique, dirigé par Donald Trump comme ça, ou un opérateur? Vous voyez ça avec les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Si jamais ça se produit ailleurs, c'est des dédommagements terribles. Il faudrait qu'on puisse vraiment se faire respecter dans ce pays. Pour de bon. Pour de bon. Oui. Wilfried, parlons-nous très rapidement sur le sujet. Vous saviez, moi, c'est de la pagaille. C'est de la pagaille bien organisée. C'est du désordre. Et puis, je dirais même c'est de l'arnaque organisée. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne s'entend même pas. Vous aviez votre compte. Vous n'aviez rien demandé. Quelqu'un dit, je veux activer, parce que vous êtes inactif. Il ne sait pas si peut-être vous êtes malade, ou bien si le titulaire du compte est mort. Et on vient de déposer de l'argent dessus. Et on dit après, vous aviez une plateforme. C'est vous qui gérez votre plateforme. Ce n'est pas les consommateurs ou bien les abonnés qui gèrent pour vous votre plateforme. Et vous venez déposer de l'argent sur le compte des gens à leur insu. Il y a des illettrés. Nous sommes dans un pays où il y a une majorité d'illettrés. Il y a des gens même qui ne savent pas lire. Pour faire une opération, ils vont devoir recourir au service de quelqu'un d'autre. Et vous dites, vous envoyez de l'argent sur le compte de ceux-là. L'argent qu'ils ne vous ont pas demandé. Et vous vous rendez compte que vous faites entre-temps une erreur. Et nuitamment, vous venez et vous prélevez de l'argent. C'est comme si c'était... Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Pourquoi on a un code sur notre compte Momo? Mais c'est grave ce que MTN a fait. Je vais vous dire, MTN est en train d'ouvrir la voie pour l'insécurité bancaire. MTN est en train de montrer aux gens que les petits arnaqueurs qui font les petites histoires sur le truc là. Merci. MTN est en train de montrer aux gens qu'on peut rentrer dans le compte de quelqu'un qui a son argent en sécurité, qui se dit qu'il est en sécurité, et on va aller puiser dedans. Imaginez, vous vous réveillez un matin et vous venez, vous constatez qu'on est rentré dans votre compte, on vous a pris de l'argent. Et l'indignation devrait être, c'est-à-dire ça devrait être même à son paroxysme. Quand je vois que l'ARCEP se permet de venir dire, l'ARCEP là, c'est une structure d'État, elle est là pour la défense des consommateurs. Et l'ARCEP ne doit pas s'associer à ce que ce MTN est en train de faire. C'est pourquoi moi j'attends un autre communiqué de l'ARCEP qui doit venir monter au créneau pour dire nous avions pris des mesures pour que MTN soit sanctionné parce que ce que MTN vient de faire là, c'est un comportement de voyou, on doit le traiter comme tel. On doit le traiter comme tel. Nous espérons que le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Ouroula, ministre de tutelle, et le président de la République, Patrice Talon, vont se saisir, sont tous saisis du dossier et que dans les jours à suivre, nous allons situer les différentes responsabilités. Merci à vous, Gilles-Christ Tidji. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. C'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Le plaisir partagé. Merci également à Wilfried Padonou, consultant en communication, activiste politique, chers amis internautes. C'était Info Hebdo de ce samedi. On se retrouve samedi prochain pour la même émission. Portez-vous bien et à demain pour l'invité.